l'information juste au Burkinabé et à procéder justement de façon diligente à la mesure de cette levée de cette mesure. À ce propos, alors selon le ministre, si cette mesure venait à être levée, donc il y aura une restructuration, soit ou bien une viabilisation en tout cas des zones entre griffes non loties de Ouagadougou. Oui, Koundjo. Oui, moi je pense que sincèrement on est à côté de la solution durable pour l'accès au logement dans notre pays. On ne peut pas continuer à lotir un pays indéfiniment. Ce n'est pas possible de le faire. Parce que si nous continuons à le faire, imaginons dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, nous sommes un État, ce n'est pas une personne. Donc on ne peut pas prévoir en fonction de la vie d'un être humain. Un État, on dira, c'est éternel. Donc pour moi, ce bilan, en réalité, est le bilan d'un homme politique. Et moi, quand je vois tout ce qui a été cité, même jusqu'au sac de ciment entre griffes, pour exagérer un peu, mais c'est lamentable pour moi. Pour moi, il faut une autre politique. Hein. Il faut vraiment réformer ce secteur-là. Et quand on parle de 40 000 logements, c'est après, quand on va donner cette année 40 000 logements aux gens, il faut attendre combien d'années encore pour donner 40 000 logements aux gens? Et combien de personnes peuvent avoir accès à ces logements? Et on avait sous la transition la loi sur le bail locatif. Aujourd'hui, dans son bilan, je n'ai pas vu une insistance en tout cas sur la mise en œuvre de cette loi. Parce qu'aujourd'hui, le problème c'est quoi? C'est qu'il y a une surenchère sur les prix des locations, des maisons en location dans nos villes. Imaginez une ville comme Gawa, à 400 km de la capitale, où on te demande de louer une maison chambre-salon à 50 000. Non, ce n'est pas sérieux. Donc, tant qu'on ne va pas résoudre ce problème et qu'on va laisser les gens continuer à spéculer sur le foncier, sur l'accès au logement, chacun va vouloir avoir son logement, avoir sa maison pour être tranquille chez lui. Sinon, ça mais aujourd'hui, chaque famille burkinabé a en moyenne combien d'enfants? Cela veut dire quoi? Que si on a donné 40 000 logements à 40 000 Burkinabés cette année, dans 5 ans, il faut multiplier ces chiffres-là par combien? Minimum 5 par ménage. Où on va avec ça? C'est pas sérieux. D'accord, on va voir si d'autres autour de la table partagent ton avis. Alors, Rabo. Je ne peux pas parler du bilan du ministre parce que quand je l'ai écouté, j'ai retenu deux choses. Il a parlé de la reprise des lotissements, avec un langage purement politique, de langue de bois. Et puis, je l'ai vu quelque part en train de chasser des maçons qui travaillaient sur le terrain. Un terrain qui, selon lui, n'est pas destiné aux travaux de ce promoteur immobilier-là qui investissait. C'est les deux choses que j'ai retenues. Je ne peux pas parler de son bilan parce que je ne sais pas quels étaient les objectifs de départ. Moi, je veux parler du déblocage mental qu'on doit avoir au Burkina. Par rapport au foncier. C'est grave, hein? Je prends deux exemples. Et pour provoquer, je commence par le contrôleur général d'État, Luc-Marie Sibriga. Quand il a fait sa déclaration des biens, il y avait dans son patrimoine un terrain non loti. Ça veut dire que tout le monde ici peut-être a un terrain non loti. Et puis après, vous dites que c'est les non lotis qui créent les crises et qui pourraient même faire chasser le pouvoir. Des gens m'ont dit ça. Alors que c'est vous-même qui achetez les terrains non lotis en attendant, en espérant de ça des parcelles. C'est un vrai problème et c'est nous-mêmes qui sommes en train de préparer la bombe. Deuxième exemple, en 2016, quand il y a eu la journée nationale du paysan, c'était la première journée présidée par le président Roch-Marc Christian Kaboré à Tinkodogo. Si vous vous souvenez, il y a Mamadou Sissoko qui est l'ancien président du ROPA, les réseaux des organisations paysannes ouest-africaines, qui a dit quand lui il quittait Ouagadougou pour aller à Tinkodogo, il a vu des murs partout, de ministres. On lui a dit que c'est des ministres, des politiciens en tout cas, qui ont spéculé sur le foncier, qui ont construit des murs qui présentent comme des murs de ferme, où il n'y a rien du tout, ni plantation de maïs, de riz ou je ne sais quoi, ni élevage. Et il a dit au président Roch Kaboré qu'on va détruire ces murs-là dans quelques années pour s'aimer du maïs et du riz pour manger, parce qu'on aura faim. Donc les gens sont en train de prendre aujourd'hui les terrains destinés aux champs de culture vivrière là, pour dormir. Est-ce qu'on passe le temps dans un pays à brader les terres pour dormir et à faire des lotissements, rentrer dans les anciens quartiers de Ouagadougou?
Gounguen, Samandin, Parlayiri, Padoua. Regardez les parcelles vides. Où il n'y a pas de maison, il n'y a aucune famille qui loge. Vous avez déposé ça pourquoi? Et en retour, vous partez prendre les champs qui doivent nous donner à manger, surtout en période de changement climatique où la pluie ne suffit pas. Et vous dites que non, c'est ça le nœud de nos préoccupations. C'est ça notre vrai problème. Est-ce qu'on réfléchit bien? Il faut un vrai déblocage mental. Si on ne fait pas ce déblocage mental, et comme on a commencé à le dire, le ministre est totalement passé à côté. Et donc la politique du président Roch Kaboré concernant le logement est totalement à côté de la plaque. Ce qu'il faut commencer à faire, c'est ce que le président a commencé à faire à Gawa. Construire des cités viables, des logements sociaux dans les villes secondaires du Burkina. Ça va désengorger Ouagadougou. Parce que Sanou, qui vient de très loin, veut une parcelle à Ouagadougou. Ce n'est pas normal. Il doit aller construire chez lui au village. Quand il sera à la retraite, c'est là-bas qu'il va aller dormir et puis cultiver son champ. Ouagadougou, là, c'est le village de gens qui, eux, doivent construire ici. Si vous venez de très loin pour venir occuper les champs des gens, vous allez créer un problème dramatique dans tout le pays. Est-ce que vous comprenez? Moi, je connais un peu plus la Côte d'Ivoire. Là-bas, là, les gens ne cherchent pas à construire à Abidjan. C'est le village des Ébriers. C'est leur terre. Quand tu viens pour travailler à Abidjan, là, tu prends l'argent, tu vas construire ta villa dans ton village pour préparer ta retraite. Chez nous, là, tous ceux qui ont un peu d'argent, c'est à Ouagadougou. Vous pensez que Ouagadougou n'a pas de limite? Après, comment on va faire? Donc, je n'ai pas de réaction sur le bilan du ministre, mais je dis sa solution n'est pas la bonne. Il a parlé de restructuration, il ne peut rien restructurer. Il a dit 150 mètres carrés de superficie par parcelle, ce n'est pas possible. Il va à Bisgui, il y a des gens qui dorment dans 10 mètres carrés. L'espace de qui tu vas ajouter sur cet espace-là pour en faire 150 mètres carrés, ce n'est pas une solution durable, ce n'est pas une solution viable. Des gens m'ont dit qu'ils vont sortir bientôt pour réclamer leur parcelle. Ça veut dire qu'on est pratiquement au bord de l'explosion. Parce que le gouvernement ne pourra pas trouver à Ouagadougou de l'espace pour satisfaire tous ses demandeurs. D'accord. Alors Hyacinthe, est-ce que vous partagez l'avis de Rabo sur cette politique de 40 000 logements au Burkina? Alors oui, sur le plan en tout cas du fait que le ministre de l'Habitat, quelque part, au-delà de ça, le pouvoir met entre le marteau et l'enclume, parce que le problème du foncier, c'est un problème réel. Maintenant, je pourrais trouver à redire sur son principe, si je dois construire ici ou je dois aller construire dans mon village. Mais simplement, pour revenir sur ce sujet, je pense que ici, il y a un fait. On avait une boîte de Pandore qui est là, qu'on a essayé de refermer en arrêtant le lotissement, que le pouvoir est en train de réouvrir. Aussi simple que ça. Parce que vous n'avez pas encore apuré ce qu'il y avait comme passif. On a eu les enquêtes parlementaires qui ont relevé tout ce qu'il y avait comme malversation, comme gabegie. Près de 100 parcelles. 500 parcelles à eux seuls, plus de 100 000 parcelles donc, qui ont été illégalement occupées. Ça, ce n'est pas réglé. Vous avez des problèmes avec les promoteurs immobiliers qui ont profité de certaines mesures dans certaines communes. Donc, pendant que le lotissement était arrêté, pour s'implanter, ça, ce n'est pas réglé. Et aujourd'hui, on passe à des nouveaux lotissements dans 55 déjà communes rurales qui ont été ouvertes. Donc, ça dit que c'est une nouvelle boîte de Pandore qu'on ajoute à celle qui est déjà là. Pour moi, il faut simplement repenser. Il y a eu plusieurs propositions qui ont été faites, notamment sur le problème du bail locatif. Ça, c'est un problème réel, parce que pour autant, lorsque vous aspirez à construire chez vous, c'est parce que vous voulez échapper à un certain bail locatif. Donc, si le bail locatif est accessible, là, on peut penser à donc reconstruire plus tard dans son village, comme le veut Rabo. Mais pour l'instant, on a une hausse, une flambée des prix qui ne dit pas son nom. Et l'État regarde, on est toujours dans l'application réelle, on est toujours dans les débats sur l'application réelle. Et ensuite, il faut revenir à ce problème de lotissement. Qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on parle des zones d'habitat spontané, aux zones non loties, aujourd'hui, vous avez des personnes qui construisent véritablement des villas sur ces zones-là. Qu'est-ce qu'on fera concrètement? On va les retirer les villas. Là-dessus, le ministre a dit que ça sera détruit. Je pense que c'est utopique. C'est utopique. On ne peut pas détruire tout ce qu'il y a comme construction sur ces zones-là. Ça sera sérieux. Faites un tour dans les zones non lotées, vous voyez un peu les constructions. On ne peut pas toutes les détruire. On est obligé de trouver un terrain d'attente
et ça va fortement léser certaines personnes. Alors, quand c'est comme ça, je pense qu'il faut penser la solution avant de passer à cette étape où le ministère est aujourd'hui, à de nouveaux lotissements. Je pense qu'on tire vers la levée de la mesure de suspension, alors que le problème n'est pas encore réglé. D'accord, oui, mais il faut dire aussi que cette politique répond peut-être à des besoins, parce que quand on regarde le nombre de demandes pour les 40 000 logements, donc le ministre en a parlé, il y a près de 28 000 donc, demandes pour 40 000. Ça veut dire qu'il y a un besoin quand même pour avoir des parcelles. Alors, le besoin est réel, hein, vous l'avez dit, la question du logement, c'est vraiment un casse-tête chez nous au Burkina Faso. Alors, ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis l'ancien régime, comme on l'appelle, le temps de Blaise Compaoré, on a eu toutes ces bagarres que l'on a connues autour des opérations de lotissement. Je pense d'ailleurs que c'est cette situation qui a amené les autorités à l'époque à suspendre les opérations de lotissement. Question de voir clair dedans. Alors, ce n'est pas du tout une mauvaise chose, à mon avis, de suspendre ces opérations de lotissement. Mais ce qui se passe, c'est qu'on aura constaté que le temps de la suspension, le nombre d'agences immobilières au Burkina Faso a été multiplié par 10. Ça, c'est un fait. Donc, ça veut dire que tout le monde est rentré dans ces opérations immobilières à travers les agences qui, elles, bénéficient, et on ne sait pas par quelle mesure, des terrains. Parce que le décret qui suspend le lotissement, justement, a prévu à l'intérieur des articles qui autorisent certains types de lotissement, certaines autres attributions. C'est d'ailleurs pour cela que le ministre a évoqué qu'il y a 55 autorisations de lotissement pour 55 communes rurales au Burkina. Donc, on est dans une situation où on a l'impression que l'on a mis une barre devant les moins riches, c'est-à-dire les pauvres qui pouvaient avoir ces terres à travers les lotissements. Et on a ouvert donc un boulevard pour les opérateurs immobiliers qui arrivent à acquérir des terrains et à construire des villas qui sont mises à la disposition des personnes qui ont les moyens d'acheter ces villas. De l'autre côté, le gouvernement également, avec sa politique de logements sociaux, les 40 000 logements, d'ailleurs, on n'a pas fait le bilan des 10 000 logements sociaux que l'on avait lancé il y a quelques années plus tôt. Avec ce programme, on a l'impression également que ça correspond, ça satisfait un peu aux besoins des personnes qui ont un certain niveau, un certain moyen. Même certains fonctionnaires ne peuvent pas accéder à ces maisons. On sait comment ça se passe, on sait également quel type de corruption il y a autour de cette attribution de terrain dans le cas des 10 000 logements sociaux et maintenant des 40 000 logements. Donc pour moi, pour des questions d'égalité entre Burkinabés, il faut trouver vraiment et véritablement et puis très rapidement une mesure qui va permettre à tout le monde, si les gens méritent le terrain, d'en posséder. Donc, malheureusement, on est dans cette situation. Rappelez-vous, il y a une année et demie, en juillet 2016, alors le ministre de l'Administration, Simon Compaoré, avait rencontré les élus locaux et lui-même l'avait dit que la mesure allait être levée dans les prochains jours. Une année et demie plus tard, on n'a pas encore levé cette mesure. On ne dit pas de lever forcément la mesure sans que l'on ait appuyé le passif sur le foncier urbain. C'est le plus important. Mais la commission ne sait pas où elle est avec ses travaux. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas de rapport. Il y a aussi l'enquête parlementaire au thème de laquelle on avait dit qu'il y avait 105 000 parcelles à retirer. Aujourd'hui, on avait l'impression que le lendemain, ça allait faire une bombe au Burkina. Mais aujourd'hui, plus personne ne parle de cela. Tout le monde jette le dévolu sur la commission sur le passif urbain. Et on est là. Pendant ce temps, les populations, les villageois voient des agences immobilières venir construire des villas autour de leurs concessions. Elles sont même inquiètes. Il y en a même qui sont déjà inquiètes et se demandent si demain on ne va pas leur demander de lever et puis laisser la place à ces agences immobilières. Donc c'est cette situation qui fait que bon, les gens sont inquiets. Il faut qu'on joue dans la transparence dans ce domaine. Oui, une réaction de moi, je voulais dire, on a suspendu pourquoi? C'est parce qu'il y avait un problème ou c'est parce qu'il y avait des problèmes. Est-ce qu'aujourd'hui, on a réglé ces problèmes et on veut rouvrir? Non. Non. Rien résolu. Donc vous voyez que notre problème, nous n'avons pas des hommes politiques qui posent les rails pour que les wagons puissent rouler dessus. Chacun vient avec les wagons et s'arrête. Et nous avons des hommes politiques spectaculaires, événementiels. C'est créer l'événement, c'est des déclarations à l'emporte-pièce, mais sans réflexion profonde. Aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est un gouvernement qui va poser les rails. On définit dans 100 ans là, qu'est-ce qu'on veut que le Burkina soit, comment on y va. On fait ça, que ce soit Yassine qui prenne le pouvoir demain, que ce soit Sagnon, il n'a pas à inventer d'autres rails. Les rails sont posés. C'est pas l'intention. Généralement, les gens n'ont pas l'intention. Ils n'ont jamais eu l'intention. Ils n'ont jamais eu l'intention. Mais je veux dire, il faut sincèrement réfléchir ce pays avant d'agir. Mais quand on suspend quelque chose, et aujourd'hui on dit, bon, demain on va reprendre, sans avoir apuré et régler les problèmes qui avaient fait que les machines avaient pris de la poussière et s'est bloqué. Donc si on n'a pas réglé ça et on ouvre,
c'est, comme ils l'ont dit, d'autres problèmes qu'on va ouvrir. Donc, sinon, ce n'est pas le besoin qui fait qu'on est obligé de faire le lotissement. Il y a toujours les besoins. Mais comment on répond à ces besoins? C'est ça qui est plus important. Ton enfant a besoin de quelque chose, c'est comment tu réponds à ça. Si tu vois que, par exemple, ça ne sert pas, ou comment je peux faire en sorte de ne pas te donner de l'argent chaque jour, mais que toi, tu gagnes de l'argent pour dépenser, c'est plus honorable que de continuer à faire des déclarations. On n'est pas en campagne électorale. Il faut que les gens qui ont été nommés là puissent se dire qu'ils doivent travailler maintenant. 2020, c'est encore loin. D'accord, oui, Irabo. Et juste 2-3 remarques par rapport à ça. Paul Miki a évoqué l'origine du problème. L'origine du problème, c'est le régime Compaoré. Ça veut dire que quand on est sorti de la révolution, on n'avait pas cette crise du foncier. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Les maires qui sont arrivés à partir de 1995 faisaient des lotissements pour préparer les élections. Dans un pays où les gens réfléchissent, ça ne fonctionne pas comme ça. Et quelquefois, ça, ce sont les enquêtes qui le disent, quelquefois, les maires faisaient des lotissements sans autorisation de la tutelle, du ministère en charge de l'habitat et du ministère de l'administration territoriale. Ça ne fonctionne pas comme ça dans un pays où des gens réfléchissent. Dans un pays où on a fait une étude prospective Burkina 2025, dans un pays où on a mis une commission de réconciliation nationale sous la transition, on doit aller puiser les idées géniales là-bas pour se projeter dans l'avenir. On ne doit pas naviguer à vue comme ça. Parce que, en fait, le piège dans lequel le ministre est et qui crée des problèmes, c'est qu'il ne peut pas dire aux gens qu'on ne va pas relancer les lotissements. Il ne peut pas dire aux gens aussi quand on va relancer les lotissements. Parce qu'il sait que le jour où on relance les lotissements, la crise commence. Les gens vont prendre la rue. Parce que tout le monde ne sera pas satisfait. Et puis, il y a des maires qui sont aux aguets. Ça, ce sont des confidences que les gens me font. Qui ont des fiches d'attribution dans leur tiroir. Qui attendent la réouverture des opérations de lotissement pour qu'ils signent. Pour qu'ils régularisent la situation des gens. Parce que notamment jusqu'à présent, là, on montre des parcelles à des gens. Mais on ne peut pas signer les fiches puisque les maires là sont sous le coup de la suspension. Vous voyez? Donc, la réouverture là, des opérations de lotissement, c'est le début de la crise au Burkina. Donc, il ne faut même pas rouvrir. Le ministre, c'est ça, ne donne pas de date. Qu'est-ce qu'il faut faire pour dire aux gens qu'on ne va pas relancer les lotissements? Ça aussi, c'est l'autre crise. Parce que le jour où il dit ça, la crise démarre. Mais il a passé son temps à dire aux gens qu'on peut. Non, il a passé le temps à dire aux gens qu'eux, ils ont la solution. Alors qu'ils ne l'ont pas. La solution, là, c'était il y a eu les états généraux des lotissements en 2013. Qu'est-ce qu'on en a fait? Moi, j'ai relu les recommandations il y a 2 jours. C'était, par exemple, dit là-bas qu'on allait détruire tous les quartiers à habitat spontané, qu'on allait ramener la superficie de la parcelle à 200 mètres carrés, qu'on allait sensibiliser la population pour qu'elle sache que chaque Burkinabé ne peut pas avoir une parcelle, en particulier à Ouagadougou. Depuis quand il y a eu cette sensibilisation. Donc, si vous ne faites pas le déblocage mental, vous allez au lotissement, vous courez à votre perte. Et ça, c'est une évidence qu'on est dans le piège. Ok, on a bien compris votre position, en tout cas, sur cette question. Mais il y a un autre sujet qui a été évoqué par le ministre lors de cette conférence de presse. Il a parlé donc de la cité de la diaspora qui va être construite. Alors, très rapidement, qu'est-ce que vous pensez donc de cette initiative pour la construction d'une cité de la diaspora, Hyacinthe? Je pense que elle a salué. Vous savez très bien le pouvoir économique que peut représenter la diaspora burkinabé. Et pour moi, c'est bien de recentrer cela parce que actuellement, on l'a dit avec le boom des agences immobilières, on a une certaine vitrine qui s'est ouverte sur la diaspora. Dieu seul sait qui est honnête et qui n'est pas honnête. Et on a tellement de cas de personnes donc, de la diaspora qui sont fait gruger par des proches même ou par des agences. Donc, dans ce cas de lotissement, si une cité est en bonne et due forme, donc ouverte à leur endroit, je pense que ça a salué et ça a espéré que ça puisse en tout cas attirer le maximum de Burkinabés de la diaspora. Alors vous pensez comme Hyacinthe? Je pense vraiment comme Hyacinthe l'a dit que c'est une bonne chose que l'on ait cette cité de la diaspora, mais moi je ne suis pas favorable que le projet soit piloté par le gouvernement parce que l'expérience montre que ces genres de dossiers, lorsque c'est le gouvernement, soit ça traîne beaucoup, ça aboutit à des problèmes que l'on ne peut pas régler. Donc pour moi, un particulier aurait bien pu mener à bien un tel projet. Oui, Kambou. Oui, l'idée dans sa genèse est géniale, mais je ne suis pas d'accord avec la façon de le faire ou de dénommer la chose. Quand vous dites cité de la diaspora, moi je dis un peu attention aux discriminations. Parce que
quand vous dites comme ça, c'est comme si on va aller trouver un espace. Bon, on dit, voilà, c'est la cité de la diaspora. Tous ceux qui sont de la diaspora, venez construire là-bas. Non. On peut faciliter leur accès au lotissement, aux parcelles, sans forcément aller délimiter ou bien dire, voilà la cité des choses. Donc, c'est pourquoi je dis, quand on ne réfléchit pas à long terme sur ce qu'on veut faire du pays, il va de soi que quand l'idée vient comme ça, pouf, on dit, bon, on va faire ça. Pourtant, elle n'a pas été mûrie, elle n'a pas été réfléchie avant. Parce que quand l'idée vous vient, vous, quand une envie vous vient, vous confrontez cette envie à vos règles, hein, à vos convictions religieuses, à vos convictions dans la vie, à vos interdits, ainsi de suite, pour voir si cette idée qui vient de naître peut être appliquée. Mais aujourd'hui, on a l'impression que quand les gens sont au pouvoir, il n'y a pas d'interdit. Ils ne se réfèrent même pas à la loi, si bien que souvent on fait des déclarations et après on leur dit non, non, en fait, si vous faites ça, selon la loi, voilà le problème. Donc je trouve que l'idée est bien de favoriser le retour, et moi je ne voudrais pas simplement le retour des gens pour construire simplement. Faites venir ces intelligences-là au pays. Parce qu'il y a beaucoup de Burkinabés de la diaspora qui sont rentrés et qui ont été mis à la marge, dont leurs compétences n'ont pas été valorisées, et des gens sont obligés de repartir ou de ne pas venir. Moi, j'ai eu à rencontrer un Burkinabé qui est de la médecine, qui a quitté l'université de Ouaga pour aller faire une spécialisation. Le gars est là-bas avec combien de masters en telle chose. Il soigne à Paris, dans la capitale française, mais il dit qu'il ne revient pas. Parce qu'il a peur de revenir et d'être mis à la marge, et ainsi de suite. Il te cite des exemples. Donc, tant que nous allons continuer à laisser partir toutes ces intelligences, on n'a pas besoin que de béton au Burkina. On a aussi besoin d'intelligence bétonnée et capable de réformer, de révolutionner le développement de notre pays, de faire en sorte que nous puissions être une nation qui compte. Aujourd'hui, même si vous êtes une petite partie du monde, mais tant que, comme Israël, tant que vous êtes fort, tant que vous avez, ici ça travaille, plus que là, parce que chez nous ici, c'est ici qu'ils travaillent plus par rapport à là. Donc c'est ça qui constitue. On a bien compris alors, votre position par rapport à cette cité. On va voir si Rabo avec lui, hein. Moi, je pense que si la cité doit se faire, il ne faut pas qu'elle se fasse à Ouagadougou. Il faut qu'elle se fasse de façon décalée. J'ai déjà dit ici, il faut construire des villes moyennes à 50 km de Ouagadougou. Et j'avais cité des exemples en son temps. Kombisri, Kokologo, Boussé, mais ça, le ministre en a parlé. Il a dit depuis quand? Il ne le fait pas. Vincent Dabilgou, quand il était ministre de l'Habitat, maintenant qu'il est revenu au gouvernement, il doit alimenter les idées de Bonannée. Il a dit qu'il allait faire de Yarma là, un pôle urbain à part, où on n'a pas besoin, quand on vit là-bas, de venir au centre-ville de Ouagadougou. Il y a le projet Grand Ouaga. Le projet Grand Ouaga, on n'a rien fait de tout ça, donc il ne suffit pas de dire. Donc il faut développer des villes moyennes. Il faut avoir des villes, des champs, c'est-à-dire des zones de culture et d'élevage, et puis d'autres villes. Il ne faut pas prendre tout l'espace que Dieu vous a donné là pour faire des logements, du béton et des routes. Parce qu'après, vous n'allez pas savoir quoi en faire. On ne dort pas dans 2 maisons à la fois. D'accord? Donc, il ne faut pas déposer des villages, 20 villas, et puis vous en êtes fiers. En réalité, ça ne marche pas dans votre tête quand vous réfléchissez comme ça. Et donc, la cité de la diaspora, c'est bon, mais si ça vient encore agrandir Ouagadougou, moi je dis que ce n'est pas la solution. Par rapport à ce qu'il a dit de la diaspora, c'est vrai, il y a un forum qui est prévu, premier semestre 2018. On espère que ça va rassurer les Burkinabés de l'étranger et qui pourront maintenant faire comme, je cite cet exemple, les Libanais qui sont dehors et qui développent leur pays. Voilà. Qui ne viennent pas seulement de temps en temps. Quand ils ont des projets, ils n'ont pas peur de venir les présenter au pays. Chez nous, là, quand tu es de la diaspora, tu as un projet, tu viens, les gens te regardent comme ça. Ils ont même peur de toi parce qu'ils pensent que tu viens pour couper leur gombo. Hein? C'est ce que quelqu'un qui était venu pour être enseignant à l'université a dit là. Et quand vous venez avec les idées de dehors, là, on pense que vous êtes venu pour prendre la place des gens. Donc, il faut que le gouvernement rassure ces gens pour qu'ils reviennent, hein, participer au développement de leur pays. Pas seulement avec des maisons, mais avec des projets, des idées, des entreprises. Ok, alors on va parler d'un tout autre sujet. Hein. Le 8 février, je pense que c'est le même jour, le bureau politique, en tout cas du MPP, était face à la presse aussi pour faire, donner sa lecture, hein,
du nouveau gouvernement Paul Kaba Thiéba III. Alors pour le président par intérim du MPP et l'actuel ministre d'État auprès de la présidence du Faso, c'est une équipe de combat et ce renouvellement en tout cas va insuffler une nouvelle dynamique pour permettre de faire des pas de géant. On en a parlé donc la semaine passée de ce nouveau gouvernement. Paul Miki n'était pas des nôtres. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce que Simon Compaoré a pu dire donc, lors de cette conférence? C'est vraiment une équipe de combat, selon vous? Oui, bon, il ne fallait pas s'attendre à autre chose de la part de Simon Compaoré en ce qui concerne la composition de ce gouvernement. Bien entendu, on peut dire que c'est un acteur clé de la composition de ce gouvernement. Il a dit un gouvernement de combat, peut-être oui, on n'a pas encore vu le nouveau gouvernement véritablement à l'œuvre, même s'il s'agit de seulement 9 nouveaux ministres sur la trentaine que compte le gouvernement. Et il a dit également qu'on a constaté une percée de la jeunesse. Ça, c'est effectivement vrai, on peut le constater. Il y a des jeunes qui ont fait leur entrée dans ce gouvernement. Et parce que nous autres, nous avions d'ailleurs demandé à ce qu'il y ait en tout cas beaucoup plus de représentativité de la jeunesse, étant donné que c'est la jeunesse qui, à un moment donné, a pris son destin en main et qui était en quelque sorte l'artisan premier de l'insurrection populaire que l'on a connu, qui a induit le changement dont bénéficient aujourd'hui les MPP. Donc, c'était vraiment la juste récompense des jeunes que de participer justement à l'action du gouvernement. Donc ça, c'est à féliciter au niveau du gouvernement. Mais là où il n'a pas beaucoup convaincu, c'est ce qui concerne lui-même son nouveau, si vous voulez, portefeuille, entre guillemets. C'est un portefeuille vide, ça n'existe même pas. Ministre d'État chargé... Non, mais il a dit que la robe qu'il a été taillée, lui justement, la robe lui convient. Peut-être que c'est lui-même qui a cousu finalement cette robe. Bon, moi, en tout cas, je suis convaincu que Simon Compaoré, à un moment donné, a accepté ce portefeuille-là, si vous l'appelez ainsi, ministre d'État auprès de la présidente du Faso, qui n'est pas affecté à un département particulier. Peut-être que ça lui convient le mieux, mais ma crainte, c'est que Simon Compaoré soit désormais visible dans tous les ministères à la fois, parce qu'au moment même où il était à la sécurité, on le voyait un peu partout. C'est quelqu'un qui aime beaucoup être sur le terrain. Et finalement, lui, à côté de Chérif, qui est le représentant du chef de l'État, on ne sait pas exactement où se limite le champ de l'autre, entre les deux, évidemment. Mais l'un dans l'autre, bon, c'est un gouvernement que l'on peut saluer, hein, finalement, parce que on aura constaté qu'il y a quand même un changement, surtout au niveau de l'éducation nationale qui avait été demandé. On s'étonne également du fait que le Premier ministre Paul Kaba Thiéba ait été maintenu à son poste, même si c'est un choix régalien du chef de l'État. Peut-être que le PNDS y est pour quelque chose. Mais dans tous les cas, le plus important, c'est de voir ce gouvernement à l'œuvre. C'est vrai qu'il y a des ministres qui sont rentrés dans le gouvernement et dont leur acceptation de la nomination étonne plus d'un Burkinabé. Il y a eu beaucoup de débats autour des ministres, notamment Abdul Karim Sango, au regard de ce qu'il avait dit lorsqu'il quittait le parent. On n'a pas su à quel moment il est revenu aux parents. Mais le plus important pour lui, c'est de travailler à faire oublier toute cette bagarre, parce que lui-même, il est aujourd'hui gêné, il ne peut pas parler, il ne peut pas se justifier. Il dit, on attend de voir. Mais le plus important, à mon avis, je pense qu'il a compris, c'est de travailler à montrer qu'on ne s'est pas trompé en l'appelant au gouvernement et travailler de sorte à ce qu'on oublie tout ce qu'il avait dit de par le passé. Donc c'est un gouvernement que l'on attend véritablement au pied du mur. Les justifications de Simon Compaoré ne sont pas, il n'y a rien de nouveau dedans. On attend donc les explications d'autres acteurs, évidemment. Ok, alors Kambou. Oui, moi j'allais dire sans objet, puisque c'est le président du parti qui parle et le président du parti au pouvoir. Donc pour moi, il n'y a pas matière à chose. Mais il dit que c'est un gouvernement de combat. Moi, je voudrais savoir les deux gouvernements, parce que c'était des gouvernements de quoi? D'observation. D'observation, d'entraînement. Oui. Et c'est maintenant que le combat commence, à 2 ans de la fin du mandat. Donc, je pense que véritablement, nous avons un problème. Et ce n'est pas avec 9 personnes qui viennent, ou bien c'est les 9 ministres qu'on a débarqués là qui faisaient le problème, que le gouvernement, ça ne marchait pas comme les gens le souhaitent. Donc, si c'est aujourd'hui, à 2 ans de la fin du mandat, que nous formons un gouvernement de combat... Non, mais peut-être que l'expérience aussi dans la gestion du pouvoir d'État leur a enfin permis peut-être de faire les réglages nécessaires. Non, et ils sont là depuis les années 80. Ça, il ne faut pas l'oublier. Oui, et Simon Compaoré, quand on parle de lui, les gens voient en lui le CDR. La révolution, c'était en 83. Donc, on ne peut pas dire de Simon, de Roch, de Pegwende Clément Savadogo, de Vincent Dablugo qui vient de refaire son retour, ainsi de suite, de tous ces cadres-là dans l'administration qui ont fait la révolution, qui ont fait 27 ans avec Blaise, qui ont pris le pouvoir aujourd'hui, qui étaient en entraînement
pendant qu'ils ont pris le pouvoir en 2015. Non, c'est quand même, il faut qu'on soit sérieux dans ce pays. On ne peut pas s'entraîner pendant 30 ans. Vous allez jouer quand? Alors, est-ce que vous partagez l'avis? On ne peut pas parler d'équipe de combat. Ben, ce sont les propos de Simon, on le connaît dans ses formulations. J'ai bien aimé sa bataille personnelle entre le mot turpitude et surveillance au cours de cette conférence de presse. Mais je pense qu'il faut juste ramener ça au show de Simon dans cette conférence de presse. Bien sûr, il fallait qu'il qualifie cette équipe. Il a trouvé le terme à un moment donné qu'il fallait l'équipe de combat. Je pense qu'on ne peut pas dire que depuis 2016, en tout cas, le gouvernement de Paul Kaba-Tcheba n'est pas au combat. Si c'est ça, c'est assez compliqué. Mais je pense que c'est vraiment à remettre dans la situation de la conférence de presse, qui pour moi a été une sortie pour un parti au pouvoir qui sort pour après un remaniement ministériel. Quoi de mieux que de dire que vraiment l'équipe qui est là, c'est celle qui va amener tous les changements qu'on souhaite pour le bonheur de Burkinabé. Mais je pense qu'ils ont brassé un peu l'actualité nationale, même si pour moi il y a deux sujets qui n'ont pas été évoqués, qui auraient dû l'être au cours de cette conférence de presse. Il s'agit bien sûr de cette polémique autour de l'implantation de l'usine textile turque à Ouagadougou, mais également des amis de Simon, les Koroluego, qui ont un nouvel épisode à Karangaso-Viké pendant que c'était une conférence de presse. Ils ont, bien sûr, c'est avec aussi la complicité des journalistes qui étaient présents puisque le sujet n'a pas été évoqué. Mais je pense que c'est deux sujets qui ont manqué. Et l'information qui ressort pour moi de cette conférence de presse, c'est ces manifestations préparées autour du procès dont l'ex-ministre de la Sécurité... On va en parler tout à l'heure. On va permettre à Rabo de réagir très rapidement sur... Ça relève de la formalité. Voilà, après la conférence, après le remaniement ministériel, il faut que le parti au pouvoir se justifie avec sa majorité. Ça a été fait, tant mieux. Oui, mais le MPP aussi, lors de cette sortie, a refusé le postulat, en tout cas, qu'on lui attribue d'un bilan insatisfaisant, donc qu'on peut attribuer au gouvernement. Bon, là, il y a un peu de subjectivité là-dedans. Ça dépend de qui parle et de quel secteur on évoque. Voilà. Si les gens parlent des routes, le MPP peut dire qu'il est satisfait des nouveaux goudrons qu'il a placés ça et là. Voilà. Si on parle de la santé, il peut dire qu'il est satisfait de la gratuité des soins. Voilà. Bon, maintenant, s'il y en a qui disent que le bilan n'est pas satisfaisant, le MPP dit qu'il est satisfaisant, où est le problème? C'est la démocratie. D'accord. Si le MPP dit que le bilan est satisfaisant, c'est qu'il doit démissionner. C'est aussi simple que ça. Je ne pense pas qu'ils puissent reconnaître que je pense qu'ils sont à même en tout cas de dire que leur bilan est satisfaisant. C'est quitte aux autres de démontrer que ce ne l'est pas. Eux, ils sont contents de ce qu'ils ont fait. Ils disent on va encore faire mieux. C'est tout à fait un postulat qui se comprend. D'accord. Alors, justement, lors de cette conférence de presse, le MPP a parlé donc de ce procès dont vous parliez tout à l'heure, le procès programmé en tout cas du putsch manqué pour le 27 février. Alors, selon Simon Compaoré, il y a des velléités pour empêcher la tenue de ce procès. Je le cite, certains partis, certains hommes politiques distribuent de l'argent afin de faire sortir des jeunes pour troubler l'ordre public et bloquer les principales artères. Rien n'empêchera la tenue du jugement. Alors, ça nous permet donc de parler donc du troisième sujet en même temps. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette déclaration, si on peut le dire ainsi, de Simon Compaoré? Simon Compaoré nous a donné une information. Et j'imagine que jusqu'à ce qu'il fasse la conférence de presse, il avait toujours accès aux renseignements généraux. Oui. Donc, si vous venez dire que c'est faux, bon, à moins que vous ayez aussi accès aux renseignements pour nous démontrer le contraire. Donc, moi, je prends acte de ce qu'il y a des gens qui se préparent. Et puis, dans tous les cas, si quelqu'un va à un procès où il a des craintes, vous voulez qu'il fasse quoi? Il utilise les moyens qui sont à sa disposition. Et un autre moyen dans la démocratie, c'est de faire des manifestations publiques. Donc, ça peut être ça. Pour moi, ça ne m'étonne pas. Une chose dont j'étais sûr, même si Simon Compaoré n'avait pas parlé, c'est que ceux qui seront au banc des accusés vont essayer de faire quelque chose pour retarder le procès. Et ça a été le cas depuis 2 ans. Voilà. Et si on prend le cas du général Djibril Bassolé, au passage, en 2013, je devais faire une interview avec lui, j'étais avec d'autres confrères,
Et quand j'ai regardé son CV, je lui avais exprimé mon étonnement. Je ne savais pas que vous aviez une maîtrise de droit. Il m'a dit, et pourtant, c'est parce que je ne suis pas dans les arcanes de la justice, sinon, je suis juriste. Donc, pour un juriste qui est en procès, sa plus grande défense est dans le débat de forme. Et vous aurez remarqué que depuis 2 ans, c'est ce que Djibril Bassolé fait, parce qu'il ne veut pas qu'on aille au fond de l'affaire du coup d'État. Donc, comme il est juriste, il utilise les moyens de droit qui sont à sa disposition, au nom de notre Constitution et des conventions internationales, pour se défendre, pour ne pas aller au procès, pour ne pas avoir affaire au fond du dossier. Et donc, moi, je me préparais à ça. Et tous ceux qui sont accusés, sauf s'ils n'ont pas les moyens d'utiliser leurs relations et autres, vont faire ça. Et peut-être que Sayon, un jour, si vous êtes en procès, vous allez ameuter vos confrères pour écrire qu'on vous fait la force. Vous voyez? Donc, c'est de l'ordre du naturel. Je ne vois pas de quoi fouetter un chat, quoi. C'est vraiment normal. Jusqu'à ce que la justice militaire prenne toutes les dispositions pour que le procès ait lieu. Il faut vous attendre à des perturbations. Et ça peut venir de partout. D'accord, oui, Kambou. Et si nous sommes dans un état de droit, s'il y a perturbation, il faut que l'état de droit aussi s'exprime. Moi, je pense que nous avons combien de prisonniers au Burkina? Ils sont nombreux. C'est des milliers. Donc, on ne peut pas... Si la Constitution dit, cette Constitution qui reprend en partie la Déclaration universelle des droits de l'homme, que tous les Burkinabés naissent égaux en droit, je ne vois pas en quoi, effectivement, quelqu'un qui va en procès, il faut organiser des conférences de presse, il faut organiser des manifestations dans son village, et il faut, ainsi de suite, pour... Et je remarque que toutes les conférences de presse qui se font, vous allez assister à une conférence de presse, par exemple de la NAFA, qui dit « Ah, vraiment, on est content de la justice parce que la justice a été courageuse, elle a accordé la liberté provisoire à Djibril Bassolé. » Le lendemain, elle fait une conférence de presse pour dire « Ah, la justice est manipulée, non, on est contre ça. » Finalement, moi, je vais expliquer quoi à mon enfant? Que la justice, là, elle est comment? Aujourd'hui, elle est bien, demain, elle est mauvaise, après, demain, elle sera quoi? Non, il faut qu'on soit sérieux. Si nous croyons effectivement à cette justice et que nous avons réclamé l'indépendance de la justice, effectivement, il y a eu des décisions qui ont été prises ici et l'homme politique a dit qu'il n'était pas au courant. Cela veut dire que sur le fond, selon le droit, bon, le juge a estimé que telle personne peut avoir droit à ci ou ça ou pas. Maintenant, bon, on fait des pressions. Et ce que le ministre Simon Compaoré a dit, et la NAFA a fait une déclaration par rapport à ça, c'est la vérité. C'est ce que les gens pensent bas et que Simon a eu le courage de dire que si ce monsieur avait quitté le territoire national burkinabé, il n'allait plus revenir. Il faut avoir le courage de le dire aussi. Et en tant que responsable, en tant que dirigeant actuel du pays, c'est de la responsabilité aussi des dirigeants actuels de faire en sorte que ce monsieur ne quitte pas le pays parce qu'ils auront le peuple derrière eux. Quand ce monsieur va partir, il ne va pas revenir. Combien de familles? Nous faisons une fixation sur une personne. Mais le coup d'État, nous avons perdu combien de personnes? Nous avons perdu combien de personnes? Moi, je pense que si nous continuons, on était la dernière fois à la justice militaire, quand un monsieur qui est venu devant la presse, et on était en train de causer, comme on ne savait pas qui était qui, et le monsieur qui commence à dire, parce qu'il y avait des gens qui sont venus, les parents des victimes qui sont venus avec des banderoles qu'ils ont déroulées, et le monsieur, il arrive, il dit, bon, vous là, au lieu d'aller travailler, avoir de l'argent, vous venez que vous voulez justice pour quelqu'un. Je vous dis, monsieur Sagnon, la montée rapide de la colère en moi, je n'ai pas regardé à sa taille, je n'ai pas regardé à sa forme. Je lui ai dit, monsieur, vous ne pouvez pas me dire ça. Vous ne pouvez pas me dire ça. Il dit, mais ça ne va pas chez vous? Vous pensez que ceux qui sont là-bas, ils n'ont pas de boulot? Il dit, moi, comme ça, j'aurais pu perdre la vie lors du putsch. J'ai échappé à la mort. Donc, vous ne pouvez pas venir me dire ici que ceux qui sont là pour réclamer la justice pour leurs parents n'ont rien à faire. Voilà pourquoi ils sont là. Donc, tant qu'on ne va pas faire en sorte que ceux-là qui réclament justice aujourd'hui puissent avoir la justice et décider de pardonner, et qu'on fait la fixation sur un individu, comme si c'est ce seul individu qui est en prison, c'est ce seul individu qui est en prison à cause du coup d'État. Non,
soyons sérieux, faisons confiance à la justice et laissons la justice faire son travail. Si le monsieur doit être condamné, il va être condamné. S'il ne va pas être condamné, on n'a qu'à le libérer, on vit en Burkinabé et puis c'est tout. D'accord. Alors, selon la NAFA, vous l'avez dit, tantôt l'État, en tout cas le gouvernement fait immixtion dans le dossier. Il cite... la NAFA, elle cite donc le limogeage, en tout cas entre griffes, selon lui, du juge Jean-Marie Ouattara, qui a été révoqué d'après le parti pour avoir jugé illégal l'arrêté d'assignation à résidence donc, pris par le ministre de la Défense. Oui, Paul Miki, oui. Un mot sur... Lorsqu'on écoute la NAFA, on a l'impression que le parti a une dent contre les autorités, en particulier Simon Compaoré depuis sa sortie médiatique. Alors, ce que la NAFA dénonce, ce n'est pas la manière dont le procès est traité, mais c'est l'immixtion présumée de l'autorité politique dans cette affaire. Parce que, voyez-vous, Djibril Bassoula a été inculpé dans l'affaire de putsch. Il y a des chefs d'accusation qui pèsent sur sa personne. La procédure est en cours, et normalement en cours au niveau du tribunal militaire, jusqu'à ce qu'on a programmé le procès pour le 27 février. Ce n'est pas le procès de Djibril Bassoula, mais c'est le procès du putsch manqué. Mais dans l'affaire Bassoula, la NAFA s'excite parce que c'est son champignon, ça c'est un. Deuxièmement, la NAFA dénonce également le fait que après la liberté provisoire accordée à Djibril Bassoula, on a eu ce décret du ministre de la Défense qui, lui, relève de l'exécutif, qui a assigné en résidence le général Bassoula. Et la NAFA se fonde également sur ces lettres, ces déclarations que l'on a du groupe de contact des Nations Unies sur la détention arbitraire pour justement dire que Djibril Bassoula, sa place la liberté provisoire et non l'assignation à résidence. Mais lorsqu'on écoute l'exécutif également, Simon Compaoré, ce n'est peut-être pas la personne indiquée pour le dire, mais c'est de la vérité, parce que évidemment, on n'a pas les garanties que pour des questions de soins à l'étranger, Djibril Bassoula allait revenir devant le juge. Ça, c'est vrai. Mais la personne qui devrait le dire, à mon avis, au nom de du principe de la séparation des pouvoirs, ça ne devait pas être le gars de l'exécutif. Aujourd'hui aussi, lorsqu'on regarde la procédure au niveau du tribunal militaire, c'est assez différent de ce que l'on a devant les tribunaux de droit commun. On a connu les états généraux de la justice, les magistrats sont rentrés en grève pour réclamer beaucoup plus d'indépendance. On a enlevé le chef de l'État du Conseil supérieur de la magistrature en même temps que son ministre de la Justice. Mais aujourd'hui, la question de l'indépendance de la justice n'est pas totalement perceptible lorsqu'on parle du tribunal militaire. Donc, à mon avis, en ce moment, on ne peut pas ne pas donner quelque part raison à la NAFA qui voit la main de l'exécutif dans le procès Djibril Bassoula. Pour moi, nous sommes ici dans un dossier de putsch manqué qui devrait être jugé. Et jusqu'aujourd'hui, à mon avis, les choses se sont bien passées parce que nous avions demandé à ce que les prévenus du putsch manqué soient devant là-bas, passent à la barre rapidement. Aujourd'hui, Dieu merci, on a une date, c'est le 27 février 2017, date à partir de laquelle s'ouvre le 2018, pardon, date à partir de laquelle s'ouvre le procès ici à Ouagadougou, en tout cas à Ouagadougou 2000, dans une salle UP. Salle des banquets, voilà. Et le plus important, c'est qu'on puisse avoir le procès et que les règles de droit soient respectées. Mais tout le reste, ce sont des propos d'hommes politiques. Moi, je voudrais m'empêcher d'écouter le ministre d'État Simon Compaoré parce que c'est un homme politique. Je voudrais également m'empêcher d'écouter la NAFA parce qu'il s'agit d'hommes politiques. Je voudrais me contenter d'écouter les hommes de droit qui ont en charge le dossier. Et le tribunal militaire aujourd'hui, bon, même si je doute un peu de son indépendance totale, mais pour l'instant, c'est eux qui ont le dossier. Il faut que le droit soit dit dans l'affaire du putsch, comme Kambou l'a dit. Si Djibril Bassoula doit écoper d'une sanction privative de liberté, qu'il soit condamné, et s'il doit être mis en liberté, qu'il soit mis en liberté, mais que ça se passe dans les règles de l'art, parce que nous avons ici une constitution, nous avons des textes qui régissent notre vivre ensemble, on doit se contenter de ça et mettre de côté tout ce que l'on a comme considération politique, que ce soit de l'opposition ou de la majorité. D'accord. En tout cas, le tribunal militaire a fait un communiqué dans lequel donc, il dément alors que le juge Ouattara ait été donc remplacé, limogé. Donc, suite avant lui, le ministre de la Justice lui-même a justifié cela. Le ministre de la Justice a dit que ce remplacement, qui n'est pas une limogeage selon lui, était prévu de longue date. Mais aujourd'hui, on peut s'étonner également de la coïncidence de la décision prise par le juge en question et de son remplacement, comme le ministre l'a dit. On ne peut pas empêcher l'opinion également de voir un lien de cause à effet. D'accord, oui. Hyacinthe. Alors, deux choses. Je pense que il y a un fait, il y a cette information en tout cas qui a été donnée par Simon Compaoré, ministre de la Sécurité précédemment sortant ouais, sur la même table que le ministre de la Sécurité actuel Clément Sawadou, qui est donc un premier dossier sur les manifestations prévues autour donc, du procès.
j'espère que les mesures sont prises pour donc les empêcher. Puisqu'on sait, comme il a dit, on est dans un pays de savane, on sait qui fait quoi, ils savent qui font des réunions dans quel secteur. Donc j'espère que les mesures sont prises pour les empêcher, parce qu'il faut qu'on aille à ce procès-là. Maintenant, on a une date pour le 27 février. Je pense que les sorties, comme il a dit, les sorties politiques, ça s'explique. Pour la NAFA, je ne pense pas qu'elle soit, en tout cas, c'est de bonne guerre pour la NAFA, d'avoir des inquiétudes quant à l'évolution du dossier de son champion, qui est Djibril Bassolé, qui est aujourd'hui, au départ, après donc, une dizaine de chefs d'équipation, a donc un seul chef qui reste, celui de trahison. Mais ils ont donc relevé des inquiétudes quant à certains limogeages, notamment des commissaires du gouvernement. Ils parlent de limogeage, en tout cas, du commissaire du gouvernement Norbert Koudougou, du juge d'instruction Rapadenamba, j'espère que je ne corse pas son nom. Merci Rabo. Mais également de cet épisode donc avec le remplacement ou la rotation de Jean-Marie Ouattara. C'est tout à fait normal pour le NAFA de s'inquiéter que ce soit des limites. Et sur la sortie de Simon, qui a donc dit qu'ils ont dû à un moment donné empêcher Djibril Bassolé d'avoir une liberté provisoire, mais d'avoir une assignation à résidence. Ils ont réagi en disant que c'est une preuve de la même mise. Je pense que ça, c'est un discours politique qu'on ne peut pas empêcher. Ça va aller tout autour du procès, jusqu'à ce que le procès finisse. Même après, parce qu'il y aura bien sûr, en fonction des décisions, il y aura encore des sorties. Mais le fait est là que le procès est programmé. Je pense qu'aujourd'hui, il faut travailler à ce que ce procès ait lieu dans des conditions, comme il a dit, donc, de droit. On saura qui a fait quoi dans ce putsch, et enfin on sera édifié. Bien sûr, les gens pourront aller de leurs commentaires, quelles que soient les officines politiques. D'accord. Alors, ce que je voudrais ajouter sur ça, peut-être un autre objectif, peut-être non dit, c'est que quand on jette le discrédit sur le tribunal militaire, ça prépare les réactions qu'on va avoir après le verdict. Voilà, donc il ne faut pas oublier ça. Le PITJ a fait une sortie hier, donc ne parlez pas seulement de la NAFA. Il y aura de plus en plus de partis politiques qui vont préparer ce procès et faire en sorte que la décision qui va en sortir soit discréditée d'avance. D'accord. Voilà, parce que moi, on dit que les juges ne sont pas indépendants. Sur la tenue de ce procès, quand on regarde la liste donc, des témoins qui a été dressée, est-ce que véritablement on peut les avoir tous, en tout cas pour ce procès? Habituellement, je ne sais pas comment ça se passe, parce qu'il y a des gens dont la présence au procès peut poser problème, comme le Moro Naba. Est-ce que ça ne peut pas se faire en écriture quand c'est comme ça? Peut-être. Il y a le chef de l'État, peut-être qu'ils vont écrire leur témoignage et le juge va reverser dans le dossier. J'imagine, hein, maintenant, pour les ambassadeurs et autres, je ne sais pas, Pierre Normand, Zaglé, Mouchingi, oui, j'en oublie. On verra bien, mais je crois que les hommes de droit sont assez outillés pour régler ces questions-là. D'accord. Une dernière réaction sur le sujet. Je voudrais juste dire que Yassine Sanou l'a rappelé, le ministre d'État Simon Compaoré, dans sa conférence de presse, a dit qu'il y a des velléités. Il y a des gens qui se préparent pour empêcher la tenue du putsch manqué. C'est peut-être vrai, mais pour moi, ce n'est pas la peine de le dire à la presse. Si vous avez des informations claires sur le fait qu'il y a des gens qui sont en train de s'organiser, qui reçoivent de l'argent pour empêcher la tenue du procès, il faut simplement leur mettre la main dessus en flagrant délit et puis on n'en parle plus. Parce que quand on dit comme ça à la presse qu'on est au courant qu'il y a des gens qui se préparent sans apporter la preuve, je ne sais pas s'il faut croire ou pas. Parce que je me rappelle également que le même ministre Simon Compaoré avait dit qu'on connaît l'identité de la personne qui avait percuté le policier qui est mort au 1200 logements. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de suite. On avait même dit à la personne de se présenter parce qu'on pouvait lui mettre la main dessus. Donc, des propos comme ça, finalement, on est obligé de les prendre avec des pincettes. S'il y a vraiment des individus tapis dans l'ombre qui ne veulent pas la tenue de ce procès le 27 février, il faut les mettre hors d'état de nuire en les présentant à la presse après, c'est-à-dire après coup, au lieu de donner l'information comme ça. En tout cas, c'est ce que moi je pense. Je ne sais pas quel est le projet. Mickey n'est pas trop dans les réflexes des hommes politiques. Un homme politique, il n'agit pas sans dire. Il dit avant. Il prend à témoin les gens. Il prépare les esprits. Ici, on comme ça, les jours, il arrête flagrant délit comme ça. C'est-à-dire, si vous allez prendre effectivement Mickey qui est en train de donner de l'argent à Rabo, il va dire que ce n'est pas pour ça. Quelle preuve tu peux avoir pour dire, bon, on vous a pris... C'est pareil dans le dossier de déstabilisation. Moi, je pense que cette déclaration, en réalité, c'est pour intimider, pour dire aux gens que nous vous voyons. Hein, nous voyons les gens, nous voyons les choses se faire, arrêter pendant qu'il est temps. Peut-être que cette sortie peut faire en sorte que quelqu'un qui n'aime pas, qui ne voudrait pas trop se mouiller, puisse se dire, ah,
on est au courant de nous, donc voilà. On est dans un état de droit. Est-ce que ces formes de communication ont un impact réel? Parce que bon, si, les mais personnes, ça a un peut-être impact. sur le mental, on ne peut pas... Et pas tous les hommes politiques fonctionnent comme ça. Il y a quelques années, Michel Kafando a fait un discours... sur la tentative de déstabilisation. Justement, par exemple. Ça. Non, ça, bon, comme ce n'est pas l'objet du débat, il y a quelques années, on a eu un débat sur un discours de 4-5 minutes là, du président Michel Kafando, qui avait dit qu'il y a des forces du mal tapis dans l'ombre, etc., qui vont faire face à la justice internationale. Moi, j'avais dit dans le débat de presse que Michel Kafando parle à des gens qui se reconnaissent. Quelques jours après, on a eu le coup d'État. Mais il y avait des confrères sur le plateau qui ont dit, si c'est pour faire des discours de 4 minutes, qu'ils nous laissent tranquilles. Donc, un homme politique, il ne parle pas au hasard. Hein. Il vous prépare psychologiquement à quelque chose. Il veut faire quelque chose et il vous dit, il y a des gens qui font ça. Le jour où il prend les gens là, même si c'est faux, vous allez dire, on était prévenu. Ça ne relève pas de la justice, à votre avis? Est-ce que ce n'est pas la justice qui devrait faire ce boulot? boulot? C'est la gestion du pays. Paul Miki Roma veut choisir son contraire. Alors, que la gestion du pays. Il veut marquer en fait la séparation des pouvoirs. Non, ici, c'est pas que ce qui relève de la justice doit relever de la justice. Et Simon, dans certaines déclarations, montre que sur certains pas, il y a les inquiétudes de la NAFA s'expliquent, puisqu'on peut être fondé, en tout cas, à penser que le pouvoir, d'une manière ou d'une autre, a influencé quelques décisions dans ce dossier. Donc, mais ça, c'est évident. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais la ça justice ne devrait pas se faire. n'a jamais été indépendante. Elle est sous tutelle du ministère de la Défense. Mais c'est de ça qu'on parle. Oui. Et elle a toujours fonctionné comme ça, même sous Blaise Compaoré. Il y a eu un procès de coup d'État en 2004, non? C'était comme ça. Malheureusement. Ça se passait comme ça. Oui. Alors, on va, en tout cas, on a bien compris la position sur cet aspect. Alors, on va parler du dernier sujet de l'Afrique du Sud, notamment de Jacob Zuma, qui est vraiment dans une situation assez inconfortable. Alors, parce qu'il y a des appels à démission même au sein de son parti, l'ANC. Alors, il est accusé de fraude, de mauvaise gestion. Vous pensez réellement que Zuma peut tenir jusqu'aux élections prochaines de 2019? Zuma peut tenir, mais Zuma ne doit pas tenir. Voilà, lui, il veut tenir. Et pour lui, il peut tenir. Mais je pense que pour l'image du parti et l'image du pays, je pense, bon, je ne sais pas si peut-être parce que nous, on n'est pas au pouvoir ou bien on n'est pas homme politique, on n'arrive pas à comprendre ou à réfléchir comme les hommes politiques. Sinon, à un certain moment, comme son prédécesseur même d'ailleurs l'a fait, bon, il faut dire, bon, j'aime bien le pays, je vous aime bien, mais bon, je préfère partir et puis bon, laisser d'autres personnes continuer ce combat que j'ai mené. Mais quand on s'entête comme ça, bon, on aboutit souvent à des situations regrettables. Donc moi, je pense que pour même le bien de... Peut-être qu'il négocie sa sortie aussi. Moi, je pense que ces tractations-là, en réalité, il négocie sa sortie. Il négocie l'amnistie pour qu'on ne le traîne pas en justice, pour qu'on ne le fatigue pas quand il va partir. Donc, si c'est ça, peut-être, bon, quand un caillou tombe, chacun protège sa tête. Donc, mais moi, je pense que, bon, raisonnablement, il est temps pour lui de se mettre à l'écart et de permettre à l'héritage de Nelson Mandela de pouvoir continuer à construire le pays. D'accord, oui, Paul Miki. Alors, lorsqu'on est au pouvoir et que de plus en plus on est isolé, il faut à un moment donné prendre conscience de la situation, faire un examen de conscience et prendre une décision éclairée. Je crois bien que c'est ce qui devrait inspirer Jacob Zuma aujourd'hui, parce que, rappelez-vous, il a été la cible des motions de défiance à plusieurs reprises. 8 fois, je pense. 8. Et il était même à 2 doigts d'être destitué à l'Assemblée nationale parce que de plus en plus, même les députés de son parti sont en train de le lâcher. Son parti même est en difficulté parce qu'il ne représente plus une bonne image. Si le parti doit évidemment jouer les premiers rôles pour les prochaines élections, le parti a besoin, entre guillemets, de se débarrasser pendant qu'il est temps du président aujourd'hui. C'est vrai que c'est le parti qui l'a porté, mais s'il ne fait pas l'affaire. Il a été cité à plusieurs reprises dans des affaires de corruption, dans des affaires qui ne sont pas du tout bien à entendre. Donc, à mon avis, pendant qu'il est temps, il aurait dû, en tout cas, démissionner de bon gré et de laisser donc une transition courir jusqu'aux prochaines élections. Pourquoi pas, il aurait sauvé même sa propre image, parce qu'on peut imaginer tous les scénarios qui peuvent se présenter face à lui et s'il tenait tête jusqu'à la fin de son mandat, parce que la destitution peut venir de partout, même si on a tenté au niveau du Parlement et que ça n'a pas encore donné. Mais aujourd'hui, bon, quelqu'un qui est lâché de plus en plus par son propre parti, il devait quand même se poser un certain nombre de questions. Oui, c'est comme un chef d'État qui, à un moment donné, est lâché par l'armée. Il faut savoir que vous n'avez plus de soutien. Et ici, nous sommes dans un aspect politique où le parti est en train de le lâcher progressivement.
et ça va à crescendo. Donc il faut qu'il démissionne de lui-même pendant qu'il est temps. Pendant qu'il est temps. Et on dit aussi, il n'est plus, il faut le dire, le président de l'ANC, il a été remplacé il a été remplacé. le Tout ça, c'est la preuve qu'il a lâché. Oui. Il dit Paul Miki. Yassine Sanou. Alors, je ne pense pas qu'il partira de lui-même, Zouma, parce que après 8 motions, donc après avoir échappé à 8 motions, je pense qu'il est quelque part un survivant. Et je pense qu'il y a un autre vote de confiance qui est prévu dans ce mois de février. C'est jusqu'à ce qu'on puisse le destituer. Lui, il est toujours fondé qu'il peut présider au règne du pays jusqu'en 2019, donc à la fin de son mandat. Je pense qu'il va toujours aller sur cette optique. Maintenant, c'est au parti. Et je me dis qu'il y a aussi quelque part une fronde interne à l'intérieur du parti qui fait que les partis ils sont divisés en fait. Sinon, depuis longtemps, on aurait eu en tout cas, la motion de défiance serait passée. C'est-à-dire que jusqu'à présent, le parti n'est pas encore situé sur le sort à réserver, unanime sur le sort à réserver donc à son ex-président et à son candidat, son champion donc, qui est le président actuel. Je pense que c'est là que doit se situer donc le nœud du problème. C'est à l'ANC elle-même de prendre une décision unanime. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on garde le gars jusqu'à la fin de son mandat ou est-ce qu'on passe donc, on le passe à la trappe? Je pense que le président actuel de l'ANC, Ramaphosa, a fait plusieurs sorties sur le sujet. Lui, il fait partie de ceux-là en tout cas qui sont pour que Zouma lui-même démissionne. Je ne pense pas qu'il va le faire. Parce qu'après tout cela, s'il ne l'a pas encore fait, ça veut dire que, en tout cas dans sa tête, il pense qu'il est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut actuellement. Alors il va en tout cas achever son mandat. Alors il faut rappeler aussi qu'on l'a même empêché de faire son discours sur l'état de la nation. Oui, le dernier mot revient à Rabo sur cette question. Bon, il ne faut pas que Jacob Zouba oublie qu'il avait été de ceux qui...